je pense. Oui, ça marche. Bon, on est pas mal. Bon, là, ça marche. Impeccable. Tout le monde nous entend? Techniquement, on est bien. Impeccable. Bon, merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Éric Zemmour d'avoir accepté notre invitation, à l'ICEP, notre toute jeune école de sciences politiques et de management qui a ouvert ses portes depuis septembre à Lyon. Éric Zemmour, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter parce que vous êtes présenté comme un sulfureux journaliste, polémiste, écrivain, historien presque maintenant d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc d'une certaine manière, l'ICEP va peut-être vous recentrer ce soir, je ne sais pas, y voyez un certain avantage. En tout cas, merci beaucoup, c'est important pour nous d'avoir une figure telle que vous ce soir. Vous êtes de ceux qui bousculez un peu l'intelligentsia de gauche sur les plateaux de télévision, vous apportez de la nuance là où il y a tellement de certitudes incontestables, et je crois que c'est tout à fait utile, et j'ai envie de vous dire, ça nous soulage d'une certaine manière d'entendre une voix discordante dans le dispositif actuel. J'ai préparé un certain nombre de questions, j'espère qu'on aura le temps de toutes les évoquer, mais je crois savoir que vous êtes assez prolixe, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au bout. Je peux répondre par oui ou par non. Mais on va essayer. Si c'est un nouveau jeu, moi je vote. Chaud ou froid, on verra ça. En tout cas, pardonnez-moi, je n'ai pas suivi un ordre précisément chronologique, mais je pense qu'on va réussir à aborder beaucoup de sujets. Dans votre ouvrage, vous expliquez, ou du moins vous rappelez, que la France n'est ni une race, ni une ethnie, ni une géographie, mais une construction politique qui passe en grande partie par l'histoire. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez choisi l'histoire précisément, ce terrain de combat, pour cette raison? Vous êtes journaliste de formation, vous auriez pu choisir, comme beaucoup d'autres l'ont fait d'ailleurs, la sociologie, les sciences politiques, voire même le combat électoral. Est-ce que finalement vous choisissez l'histoire eu égard à l'importance qu'elle reflète dans la construction politique de la France? La réponse est oui. Deuxième question. Éric Zemmour a envie de se coucher tôt ce soir. Moi, quand on me vexe... Donc, non, plaisanterie mise à part, je pense sincèrement que l'histoire en général, et l'histoire en France en particulier, est le cœur de la bataille idéologique. Ça a toujours été comme ça. Je disais à vos jeunes étudiants tout à l'heure que il y avait eu des batailles historiques sous l'Ancien Régime entre ceux qu'on appelait les germanistes et ceux qu'on appelait les romanistes. Les germanistes estimaient que les aristocrates étaient descendants des Francs qui avaient vaincu les Gaulois, et les Gaulois c'était le tiers état, et que c'est pour ça que les aristocrates avaient des privilèges, c'était en droit de conquête. Et la monarchie française, soucieuse d'abord d'unité du pays et soucieuse de rappeler les origines qu'elle voulait romaines, a envoyé certains historiens pour expliquer que pas du tout. Les origines de la France, c'était l'Empire romain, c'était Rome, la loi romaine, l'impérium romain, etc. Et qu'il y a eu un affrontement terrible entre les germanistes et les romanistes. Et expliquer à vos jeunes étudiants que ça peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais que la première chose que Sieyès, le grand leader révolutionnaire, avait dite au début de la Révolution, c'était que les aristocrates retournent dans leur forêt de Franconie. Avant même de les guillotiner. C'était une façon de leur dire, vous n'êtes pas français, vous êtes en dehors de nous. Et la guerre a commencé tout de suite. Donc vous voyez comment une guerre d'historiens a débouché sur une guerre politique, qui a elle-même débouché sur une guerre civile. Et Fustel de Coulanges, le grand historien du XIXe siècle, ne disait pas autre chose. Il disait, nos histoires sont les histoires de nos guerres civiles. Donc, il faut bien comprendre ça, et des choses plus connues aujourd'hui, vous savez tous évidemment que l'interprétation de la Révolution française a été un sujet majeur des débats idéologiques, intellectuels, politiques de ces 2 derniers siècles. On a eu les monarchistes contre les républicains, on a eu les dantonistes contre les robespierristes, on a eu les girondins contre les montagnards, et après le XXe siècle, on a eu l'interprétation communiste, toujours du même événement. Chacun ajoutant ça, et vous voyez bien quel est l'intérêt objectif, parce que, vous savez, c'est le mot d'Orwell dans 1984. Celui qui tient le passé tient l'avenir, celui qui tient le présent tient le passé. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, la guerre a repris de plus belle. C'est-à-dire qu'on ne se bat plus sur la Révolution française,
François Furet a dit l'histoire de la Révolution française est terminée. On est passé à autre chose. Aujourd'hui, on se bat, si vous voulez, autour d'une chose très simple, que je pourrais résumer à l'immigration, mais ça serait trop schématique. En fait, on se bat, et c'est une grande nouveauté, sur l'existence même de la France. C'est-à-dire que nous avons une école historiographique qui domine dans l'université et qui nous dit, voilà, la France n'a jamais existé. La France, ce n'est rien. La France, il y a des Français, et c'est eux qui déterminent la France au moment T. Et puis, il y a le monde, la fameuse histoire mondiale de la France. Tout nous vient du monde, ou tout nous vient des Français. Mais la France en elle-même, celle qui est considérée comme une personne, comme une âme, comme, vous voyez, celle de Renan, celle de Michelet, celle de De Gaulle, celle de tous ces gens qui ont considéré que la France avait justement une personnalité, on va y venir, eux n'existent pas. Et donc, on nous apprend une histoire de France en fonction des volontés idéologiques d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Sauf que là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul discours qui nous raconte une histoire qui n'a jamais existé, ou qui était marginale, et dont ils font le cœur de l'histoire de France, tout en disant que la France n'existe pas. Je donne toujours un exemple très simple, plutôt amusant. Dans les livres d'histoire de nos enfants, pour la Révolution française, il y a 2 pages sur Olympe de Gouges, la militante féministe. Bon, elle est connue aujourd'hui pour avoir écrit une déclaration des droits de la femme et qui, pour avoir du ce mot, la femme peut monter à la guillotine, donc elle doit pouvoir voter. C'est trop opposé à la mort du roi, on peut lui accorder ça. Mais ce n'est pas la seule, on en parlera. Mais, enfin, bon, ça c'est mon conflit avec Onfray qui prend toujours les... Il a décidé que c'était les femmes qui avaient fait la Révolution. Et en plus, il prend Thérouanne de Méricourt, qui était une folle furieuse, qui était la plus sanguinaire de toutes, pire que Hébert. Ne réglez pas vos comptes alors. Oui, c'est vrai, là, il n'est pas là. Enfin bon, bref, vous avez raison. Donc, les livres d'histoire, Olympe de Gouges, 2 pages sur Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, la vérité, c'est que pendant la Révolution française, elle compte pour du beurre. C'est que tout le monde s'en fout. Que Robespierre l'a fait guillotiner, il ne sait même pas qu'elle existe. C'est phénoménal. Et elle a été exhumée dans les années 60, réinventée par des écrivains féministes comme Benoît de Groot, exactement, et on en a fait une figure de proue de la Révolution française. Mais c'est un anachronisme inouï. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on fait l'histoire aujourd'hui. Même si le personnage n'est pas inintéressant en soi. Mais tous les personnages sont intéressants. Non, mais je veux dire, c'est vrai, à l'époque, elle avait... Mais bien sûr, vrai, mais bien sûr. Un certain nombre de choses, c'était une femme de lettres, c'était une femme de théâtre, évidemment. Mais il y avait... Mais pourquoi? Alors, si vous voulez me lancer sur les femmes, avant la Révolution, alors là, je suis intarissable parce que c'est très intéressant. Plaisanterie mise à part. Parce que, moi, ça ne me gênerait pas qu'on étudie Olympe de Gouges ou d'autres femmes avant la Révolution et pendant la Révolution. Ça ne me gênerait pas. Mais il faudrait le faire honnêtement. C'est-à-dire qu'il faudrait dire ce qu'elles ne diront jamais, ce qu'ils ne diront jamais, que la Révolution française a été faite en grande partie contre les femmes, contre le pouvoir excessif des femmes. Et il faudra expliquer pourquoi. Et ce que j'essaye de faire dans le chapitre sur Madame de Pompadour, il faudra expliquer qu'en fait, les femmes ont été, le pouvoir des femmes a été identifié à l'abaissement de la France et à la grande défaite de la France dans la guerre de 7 ans contre l'Angleterre et contre la Prusse. Parce que c'est Madame de Pompadour qui avait mis en œuvre avec le cardinal de Bernis ce qu'on a appelé le grand renversement d'alliance. Pour la faire courte, pendant des siècles, depuis Richelieu, etc., on était alliés aux Prussiens contre les Autrichiens. Et là, on s'est alliés aux Autrichiens contre les Prussiens. Manque de bol, la Prusse, c'était Frédéric II de Prusse, et c'était le plus grand général, le type qu'admirait Napoléon, de son temps. Et donc on a pris une raclée à Rossard. Et cette défaite, les frères Goncourt, vous savez, qui ont fait une biographie de Pompadour, l'expliquent très bien. Elle a été attribuée à Madame de Pompadour. Et au-delà à toutes les femmes de pouvoir. Et au-delà à toute l'aristocratie. Et Michelet dit, à partir de ce moment-là, donc on est en 1757, vous voyez, 1760, le peuple a dit, c'est leur défaite, c'est pas la nôtre. Alors j'entends bien, et je peux comprendre que vous dressiez un portrait au vitriol de Madame de Pompadour, parce qu'elle a fait tomber des grands ministres, comme le ministre d'Argenson, et des choses comme ça. Pour cette raison-là, c'est intéressant. Mais vous pensez, d'ailleurs, vous écrivez 3 portraits au vitriol, puisqu'il y a Madame de Pompadour, il y a la favorite du mari aussi, puis il y a Marie-Antoinette. Mais on ne trouve pas, parmi les reines et favorites de France, n'y a-t-il pas une qui trouve grâce à vos yeux et qui aurait pu trouver une place un peu plus
favorable. Alors je comprends que par esprit de provocation, vous ayez envie de détruire un peu les mythes féministes et que vous ayez fait le choix d'attaquer les femmes uniquement de façon... Vous comprenez bien pourquoi, puisqu'aujourd'hui on nous raconte l'autre histoire. On nous dit les femmes soit ont été des victimes, soit c'est elles qui ont fait la grande histoire de France. Les deux sont faux. Donc si vous voulez, il fallait porter le fer là. Bon. Maintenant, si vous me permettez, les 3 femmes que vous avez citées, ce n'est pas un portrait au vitriol, je vous assure. Je voulais... Non, sérieusement, non. Je voulais expliquer la vision de leurs contemporains. C'est-à-dire que je voulais expliquer comment il y avait eu une révolution antiféministe et pourquoi. Pourquoi? Parce que Madame de Pompadour, qui était quand même surnommée Maman Putain par les filles de Louis XV, c'était une ambiance chaleureuse. Et Louis XV a continué après avec une vraie putain. Comme quoi les belles-mères, c'est... Exactement. Donc, donc Louis XV a continué ensuite la provocation avec une vraie pute. C'est-à-dire Madame du Barry, qui sortait vraiment des bordels. Et ensuite, les révolutionnaires ont dit Marie-Antoinette, c'est une pute. C'est ça que j'ai voulu expliquer. C'est ce basculement. C'est Madame de Pompadour qui est une bourgeoise. C'est pour ça que c'est un scandale. Si vous voulez, le roi n'a pas accouché avec une bourgeoise. En tout cas, pas en faire sa maîtresse officielle. Il doit prendre dans l'aristocratie. Donc on passe de la bourgeoise à la pute, et ensuite c'est la reine qui est accusée d'être une pute. Vous comprenez? C'est ce basculement que je voulais montrer, qui explique ensuite la réponse de la Révolution française, qui est une réponse qu'on qualifierait aujourd'hui de viriliste. Oui, c'est-à-dire Rousseau, Robespierre, Bonaparte. Et pourtant, mais là je vous taquine. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en l'occurrence, les 3 femmes en question, que vous critiquez de fait, prospèrent, en tout cas trouvent leur pouvoir, puisent leur pouvoir dans la faiblesse des hommes auxquels elles sont rattachées. Donc si on peut considérer de ce point de vue-là que le triomphe aujourd'hui ou l'hégémonie des valeurs féministes que vous dénoncez sur la société prospère précisément sur la faiblesse de votre sexe et peut-être leur défaillance. Cher Marion, j'ai écrit il y a 12 ans Le Premier Sexe, et c'est exactement ce que j'expliquais déjà, mais vous étiez un bébé. Donc là, mais on luttera contre ça quand vous serez à la maison de retraite. Voilà. Non mais je vous taquinais bien sûr. Alors je ne veux pas préjuger de la mission que vous vous êtes attribuée, mais j'ai le sentiment, en tout cas de l'extérieur, que vous souhaitez organiser une forme de contribuer, en tout cas, à une forme de réarmement moral des Français, en sortant de l'ethnomasochisme, de la repentance, de la victimisation, du dénigrement finalement de l'histoire des Français, dans lesquels un certain nombre d'intellectuels, de politiques, de journalistes, d'historiens même de fait nous enferment. Et pourtant, ça m'a semblé un peu paradoxal, vous commencez votre livre par vos larmes d'enfant devant la Bérésina. Vous choisissez une défaite terrible, et vous semblez, à ce titre, vous inscrire dans une forme de vice des anciens, qui est un peu un vice de la droite, en tout cas d'une partie de la droite, qui consiste à vénérer ses échecs. Pourquoi, du coup, avoir choisi une défaite pour commencer? Alors, effectivement, vous avez bien analysé mon projet, mon propos, qui est c'est la réforme intellectuelle et morale, quoi, comme disait Ernest Renan après la défaite de 1870. Voilà, ça, c'est indéniable, et c'est pour ça que je vous dis, j'attaque par l'histoire, parce que j'ai écrit d'autres livres, j'ai entrepris d'autres tâches, et là, je pense que j'attaque le cœur du sujet. Et je pense que c'est pour ça que les réactions hostiles à ce livre, je pense, n'ont jamais été aussi violentes. C'est parce qu'ils ont très bien compris que l'enjeu était fondamental. Maintenant, vous me dites, mais vous commencez par une défaite, et vous commencez par des larmes sur une défaite. D'abord, je pourrais vous taquiner à mon tour, parce que la Bérésina n'est pas une défaite. Il a échappé à la destruction que lui préparait Kutuzov. Mais passons sur cette discussion qui n'intéresse que moi, en l'occurrence. Mais pourquoi je choisis ce moment-là? C'est pas le hasard. C'est parce que je pense, vous savez, on a parlé tout à l'heure de la défaite dans la guerre de 7 ans. Je pense que là, nous avons perdu ce que j'appelle la bataille de la mondialisation, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous avons perdu le Canada, nous avons perdu nos possessions en Inde, et la mondialisation a parlé anglais. Ce n'était pas écrit. Tout le travail de Richelieu, de Colbert, de Louis XIII, de Louis XIV, c'était justement quand ils ont vu
les Hollandais et les Anglais partirent comme ça à la conquête du monde, ils ont dit non, c'est nous. Donc cet échec est terrible pour la monarchie française. Moi je considère que la monarchie française est tombée là et qu'elle a payé cette défaite-là en 89. Mais, et qu'ensuite, les guerres de la Révolution, les guerres de la Révolution et de l'Empire ne sont qu'une ultime tentative héroïque de corriger cette défaite initiale. Et les Anglais l'ont très bien compris comme ça. Et c'est pour ça que les Anglais, s'ils avaient dû lutter 100 ans contre Napoléon et payer pendant 100 ans les guerres des autres Européens contre lui, ils l'auraient fait. Vous savez, pour vous donner l'ampleur de l'effort qu'ils ont accompli, ils s'étaient endettés terriblement pour aider tous les pays à combattre Napoléon. Ils ont mis 1 siècle à rembourser leurs dettes. 1 siècle, tout le 19e siècle. C'est inimaginable, c'est phénoménal. À côté de la Grèce, c'est de la petite pierre. Donc c'est pour vous dire l'effort inouï qu'ils ont accompli et pour vous dire l'importance de l'enjeu. Et la Bérésina, c'est le moment où, si vous voulez, le rêve français millénaire, parce que pour moi, le rêve français qui commence à Clovis et qui continue sous tous les rois, c'est refaire l'Empire romain. C'est ce que dit l'évêque Rémy à Clovis lorsqu'il le convertit au catholicisme. La France, c'est Rome 2 fois. C'est Rome pour la religion, pour le catholicisme, et c'est Rome pour l'Empire. Et jamais, selon moi, c'est mon grand désaccord avec certains historiens, même monarchistes, pour moi, jamais les rois n'ont abandonné ce projet. Que ce soit Saint-Louis, que ce soit Louis XIII, Louis XIV, oui, même Saint-Louis, vous savez, j'ai lu pas mal de textes, et en fait, quand il fait les croisades, c'est aussi dans un but, vous voyez, de reconstituer, de reprendre position sur toutes les terres anciennes de l'Empire romain. Allez bien dans le micro, Eric, parce que sinon, pardon. Au bout de la salle... Tout le monde m'entend? Excusez-moi. Donc, je me perds, pardonnez-moi. Donc, tout ça pour vous dire que la Bérésina, c'est le moment où, et Waterloo après évidemment, c'est le moment où la France doit renoncer définitivement à son rêve impérial et à son rêve romain. Et je pense que toute notre histoire depuis 2 siècles découle de cet échec-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les Français sont comme un canard sans tête, qu'ils continuent à courir mais qui n'ont plus leur tête, et qu'ils vont passer leur temps à se venger les uns des autres de cet échec-là. Et en particulier, les élites vont se venger du peuple de cet échec-là. Donc je pense que là, c'est une date absolument charnière, fondamentale dans l'histoire de France. Pour moi, c'est encore plus fondamental que la Révolution, vous voyez, mais on peut en discuter des heures. Mais je n'ai pas pris par hasard cette date. Je pense qu'effectivement, Napoléon a achevé, dans les 2 sens du terme, le rêve français. C'est-à-dire qu'il l'a fini. Avec l'Empire de 1810, on a la France comme empire romain, on a conquis enfin toute la Lotharingie, vous savez, le fameux partage des petits-fils de Charlemagne entre la Francia, la Germania et la Lotharingie étant évidemment ce qu'il y a de plus riche, c'est l'Italie du Nord, c'est l'Allemagne rhénane, etc. On a enfin tout ça, et on le perd, il nous file entre les doigts. Et à partir de ce moment-là, je pense que les Français ne s'en sont jamais remis. Donc ce n'est pas une fascination pour la défaite, ce n'est pas une fascination pour l'échec, c'est, selon moi, pour une meilleure compréhension de ce qui nous arrive depuis 2 siècles. C'est entendu, on va devoir vous réinviter du coup, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on doit développer que... Je vais reprendre mon oui-non, c'est tout. Alors vous parliez, c'est très intéressant, vous parliez justement à l'instant des élites, et il y a une chose qui a particulièrement résonné dans mon esprit quand je lisais votre ouvrage, puisque vous savez qu'ici à l'ICEP, on a l'ambition de lire, de ce qui est déjà bien. C'est déjà pas mal, mais pas seulement que de lire, mais aussi de former une nouvelle élite, finalement en réponse aux défaillances et aux carences de l'élite actuelle, qui est une élite de gestionnaires, de techno à la petite semaine, des gens qu'on peut qualifier, je crois, d'émigrés spirituels, d'une certaine manière, qui considèrent la France comme une forme de hall de transit entre Singapour, New York et Abu Dhabi, pour faire simple. Un hôtel, comme disait Attali. Voilà, exactement. Exactement. Et quoique le hall de transit, parfois on peut se permettre de cracher par terre dans l'hôtel, et c'est vrai que parfois ils ne se gênent pas pour le faire aussi. Et c'est vrai que vous semblez mettre en exergue un travers ou un trait proprement français qui est
la forme d'élite qui se vend à l'étranger. Ça semble être un trait répétitif de l'histoire de France, cette propension des élites françaises à se vendre à l'étranger. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup creusé en travaillant sur ce livre. J'avais une vague idée, j'avais quelques expressions, le parti de l'étranger, j'avais évidemment quelques images. L'expression de Chirac, c'est grandiose. Absolument, mais abandonné d'ailleurs. Mais qui est une expression c'est Pierre Juillet qui lui a écrit évidemment. Et j'ai retrouvé dans le bloc-notes de Mauriac, écrit en 68, vous avez vu, il parle du parti de l'étranger déjà. Donc c'est une thématique chez les gaullistes classique, et c'est une thématique en France très, très classique. Et j'essaie de voir d'où ça venait. Et alors je mets la matrice de ce parti de l'étranger c'est pour ça que je l'ai choisi comme un des portraits, dans l'évêque Cauchon. C'est pour ça que quand je parle de Jeanne d'Arc, je ne parle pas de Jeanne d'Arc. Je parle, il y a eu des milliers de livres sur Jeanne d'Arc, mais sur l'évêque Cauchon, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Alors que pour moi, c'est lui le plus intéressant. C'est la matrice de ces élites françaises qui sont prêtes à se vendre à l'étranger au nom d'un idéal supérieur. Après, on verra pourquoi c'est spécifiquement français. Ça, c'est une autre question. Parfois par pur intérêt, puisque... Attendez, ça c'est trop facile. Sur la collaboration, sur la magistrature, la haute administration... Mais ça c'est trop facile, ça c'est humain. Vous mettez n'importe quel pays et ça va arriver. Les Anglais, les Américains, n'importe qui. En revanche, ce qui est intéressant avec les Français et avec les élites françaises, c'est qu'elles subliment leur trahison par des idéaux immenses. En l'occurrence, Cauchon, vous allez voir que ça ressemble incroyablement à notre époque, il le fait au nom de la paix et de l'union des royaumes. Ça nous rappelle des choses sur l'Union européenne. Mais évidemment, et ça nous rappelle même des choses sur la collaboration. Laval est un patriote. Et oui, mais il estime que, bon voilà, on a perdu la guerre, et que maintenant, au nom de la paix, il faut s'allier avec les Allemands. Et c'est un patriote, le général de Gaulle lui-même le dit. Cauchon n'est pas un mauvais gars. Cauchon est un représentant de l'élite de son époque, c'est un lettré, etc. Il ne veut pas de mal à Jeanne d'Arc. Mais il estime que pour le bien de la France, il y a eu Azincourt, comme il y a eu Juin 40, il faut accepter le sort des armes, et donc il faut, pour la paix, dépasser le petit patriotisme populaire. Et vous remontez le temps, c'est toujours la même chose. En 1815, on estime que c'est fini, quoi. Il faut se soumettre à l'anglais parce qu'il a gagné, parce qu'il nous a battus, et que maintenant il faudra s'accorder avec l'anglais et pour les grandes décisions s'y soumettre. Après 1870, après la défaite de 1870, les élites républicaines, même Adolphe Thiers, qui était dans sa jeunesse un patriote enfiévré, puisqu'il avait failli déclencher une guerre en 1840 quand il était président du Conseil, après la défaite de 1870, il dit, avec Jules Grévy, qui sera le premier président de la République après lui, c'est fini, il faut nous soumettre à l'Allemagne. Vous voyez, alors je vous ai dit Laval en 1942, et c'est le plus connu, c'est le plus diabolisé, mais en vérité, Laval n'est que l'enfant de Briand. Et Briand, c'est guerre à la guerre, et c'est vive la paix et arrière les canons. C'est exactement le discours que Macron nous a fait il y a 3 jours. Alors, on va rebondir là-dessus, puisque justement, en effet, nous fêtions le centenaire de la Première Guerre, avec quand même l'extraordinaire performance d'humilier le président serbe, d'énerver le président américain et de provoquer le président russe. Mais tout ça sous l'égide de la paix, c'est tout de même important. Et donc, 100 ans plus tard, parce que l'originalité de ce livre, il faut quand même le dire, c'est que vous parlez de vous. Vous êtes plutôt impudique de manière générale, et là, je crois que vous avez fait l'effort, vous êtes contraint à parler de vous, à parler de l'endroit d'où vous veniez, de votre histoire, du pourquoi un tel amour de la France, et vous parlez à un moment donné d'un repas de famille, vous parlez, si je ne m'abuse, de Pépé Justin, c'est ça, qui déclare, je cite, « Le français de 14, il n'y en a plus ». J'ai entendu ça tout le monde. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'a voulu dire Pépé Justin à l'époque, et en quoi le français de 14, finalement... Non seulement je le comprends, mais je l'approuve. C'est-à-dire que je pense que la France et les Français ont donné, pendant la guerre de 14, si je voulais être un peu emphatique, je dirais 1000 ans d'histoire et de culture qu'ils avaient accumulé. Vous savez, n'oubliez jamais que depuis des siècles, les Français étaient la crainte de l'Europe.
C'est-à-dire que les armées françaises étaient des féroces, des fous furieux, qui étaient craints par tout le monde, qui étaient craints par les Italiens, qui étaient craints par les Allemands, qui étaient craints... Le pays belliqueux de l'Europe, c'est la France, ce n'est pas l'Allemagne. Il ne faut jamais oublier ça. Les soldats allemands sont de très bons soldats, mais comme ils n'ont pas de structure politique et étatique, ils vont se vendre à qui? Au roi Louis XIV. Celui qui brûle Heidelberg, c'est le français. Vous voyez, le soldat français est à la fois, vous savez, c'est un paysan qui, pour défendre sa terre, peut être féroce. Il y a un historien américain qui s'appelle Hanson, Victor Hanson, qui est un historien remarquable, qui a écrit un livre sur la spécificité de la guerre en Occident. C'est-à-dire qu'il explique que dans toutes les autres civilisations, la guerre est un mélange de jeux, de lutte pour le butin, vous voyez, bon, d'art, et que pour les Occidentaux, ça commence avec les Grecs anciens, pour les Occidentaux, c'est un combat de vie ou de mort, parce que ce sont des paysans qui vont se battre et qui reviennent vite pour cultiver leur terre. Et bien, la France, c'est ça. Et la dernière fois que ces paysans se sont levés pour se battre avec une férocité inouïe et un héroïsme phénoménal, c'est la guerre 14. Donc la France est morte avec la paysannerie. La France, attendez, la France, si vous voulez, la France éternelle, vous savez, c'est le mot prophétique. La France, c'est l'archétype français est mort avec la paysannerie. Oui, et avec cette guerre de 14. Parce que, si vous voulez, vous savez, Péguy avait écrit un texte absolument magnifique quelques mois avant la guerre 14, en disant « Regardez ce peuple, vous ne le verrez plus ». C'est exactement ce qui s'est passé. Mon grand-père n'avait absolument pas lu Péguy, mais vous voyez, il avait compris d'instinct. Et comment vous dire ça? C'est à partir... N'oubliez jamais, moi je pense, je l'explique dans mon texte, que l'histoire est déterminée par la démographie. Je n'ai rien inventé. Auguste Comte disait « Le destin, c'est la démographie ». Et la démographie, la France est le pays le plus peuplé d'Europe pendant 1000 ans. On l'appelle la Chine de l'Europe. Je le rappelle, pour vous donner un exemple, 28 millions d'habitants en 1789, les Anglais sont 8 millions. Quand on accoste les côtes algériennes en 1830, on est 28 millions, la population algérienne est de 2 millions. Vous voyez, bon. Donc, et voilà. Et à part... Non, pardon. En 18, on amorce la grande chute démographique. Au contraire. Non, attention. Non, mais c'est très important. C'est très important, parce que cette erreur, vous allez voir, c'est très important parce que c'est encore plus grave que ce que vous dites. La déclin démographique, c'est au XIXe siècle. Ça commence au XVIIIe, parce que l'Église disait que les aristocrates avaient découvert le funeste secret, c'est-à-dire le retrait. Et donc on faisait moins d'enfants, comme on était plus malin que les autres, et que les autres Européens faisaient toujours autant d'enfants. Et au XIXe siècle, on faisait déjà plus que 1 ou 2 enfants, alors que les autres en faisaient 7 ou 8. Donc en un siècle, ils nous ont rattrapés. La France, en 14, est à 40 millions, l'Allemagne est à 60 millions. Donc tout ça pour vous dire que le massacre de 14, les 1,5 million de morts français, dans un pays qui ne fait plus d'enfants depuis un siècle, c'est, comment vous dire, c'est inimaginable. Oui. Et ça explique tout de 40. Vous savez, Raymond Aron disait, la France a failli mourir de sa victoire de 14, et elle a été sauvée par sa défaite de 40. C'est-à-dire qu'en 40, on n'aurait pas pu recommencer 1,5 million de morts. Et c'est ça que dit Pétain, et c'est ça que dit Laval. Et c'est pour ça qu'ils font l'armistice, et c'est pour ça qu'ils se soumettent à l'allemand sans continuer à combattre comme le voulait le général de Gaulle. Le cœur de la discussion, il est là. Il est dans le 1,5 million de morts de 14 sur un pays qui ne fait plus d'enfants depuis un siècle. Alors certes, mais au-delà du 1,5 million, c'est quand même 27% de la tranche d'âge, je ne m'abuse, des 18-27 ans qui est sacrifiée, donc c'est autant d'enfants derrière et de petits-enfants, donc c'est aussi évidemment la tranche d'âge en particulier qui est frappée extrêmement durement. On est bien je veux bien lancer un débat sur la responsabilité de la méthode du retrait ou des 1 million de morts. On pourra faire une autre conférence. Mais il y a les deux. Non mais sérieusement, il y a les deux. Tout bêtement. Et vous pourriez rajouter d'ailleurs, les anti-révolutionnaires ajoutent la suppression du droit d'aînesse. Parce qu'à partir du moment où on a supprimé le droit d'aînesse, c'est la révolution, les paysans n'ont pas voulu partager leurs terres, et donc ils n'ont fait plus qu'un enfant. Alors on parlait... vous parliez de Gaulle, vous citiez De Gaulle à l'instant. Je ne vais pas revenir sur la polémique, De Gaulle, Pétain, parce que je pense que
c'est globalement le seul sujet que les journalistes ont tiré de votre livre et ils vous ont torturé jusqu'à la moelle, pressé comme un citron sur le sujet. D'ailleurs, vous avez systématiquement tenu bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et que vous nous expliquiez en quoi De Gaulle était-il maurassien. Ah. Alors, d'abord, tout simplement, à partir de 15 ans, il lit l'Action française tous les matins. C'est un bon début. C'est un indice. C'est voilà, c'est... Elle a trop vu Colombo. Je comprends tout maintenant. J'ai mon impère dehors, si vous voulez. Et donc, effectivement, c'est un indice. Bon. Et sa sœur, qui était en prison avec, je crois, Daladier, leur a raconté, et c'est Paul Reynaud qui raconte ça, que quand il était jeune, quand il avait 15 ans, 16 ans, il défendait Maurras contre son frère, à en pleurer. Deuxième indice. Mais ça, après tout, c'est l'adolescence. Il a d'autres influences, Peggy, Bergson, tout ça n'est pas à nier, évidemment. Bon. Il faut bien comprendre. Alors, il y a deux indices, c'est très simple. Les institutions et la politique étrangère. D'accord ? De Gaulle, c'est ça. C'est la politique étrangère en particulier qui m'intéresse. Mais... D'accord. Ah bah alors, on va aller très vite sur les institutions. Très simple. Mauriac, bloc-notes de 58. Si vous pouvez retrouver la phrase exacte, je l'ai citée dans le livre, mais je vous la cite de mémoire. Si j'ai approuvé les institutions de la Ve République, c'est que j'ai lu dans ma jeunesse, chaque matin, l'Action française et les critiques sur la République parlementaire, sous-entendu la Troisième République, et que le général de Gaulle en a tiré toutes les leçons et qu'il a fait descendre le message royaliste de Maurras sur la République. D'accord ? On n'en parle plus. Monarchie républicaine, tout est dit, du Verger, etc. Si vous voulez, moi j'ai coutume de dire en plaisantant, Lénine est celui qui met en application le marxisme, De Gaulle est celui qui met en application le maurassisme. Vous voyez, on pourrait dire du morasso-de gaullisme, puisqu'il ne rétablit pas la monarchie, mais il met une monarchie sur la République. Le Lénine de Maurras. Exactement. Deuxième question, alors là, c'est du non-non, comme vous disiez dans ma jeunesse, sur la géostratégie. Là, c'est très simple, mais simplissime. Vous prenez un livre qui s'appelle De Kiel à Tanger. C'est l'expérience que j'ai faite parce que je l'avais lu il y a longtemps et je l'ai relu page par page. Et vous prenez, je pourrais vous aider, j'ai les 3 pages en question, et vous prenez les 3 pages dans lesquelles Maurras explique quel peut être désormais le rôle de la France. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez. Je vous ai dit, la France avait tout pour devenir une grande puissance globale, l'Empire de Napoléon. On n'a plus l'Empire de Napoléon, donc on est mort. C'est ce que pensent toutes nos élites. C'est pour ça qu'on va en Algérie, c'est pour ça... Vous voyez, c'est l'obsession de toutes nos élites. Je pourrais vous retrouver une discussion passionnante dans Choses vues de Victor Hugo, où Victor Hugo parle avec Thiers, et Thiers lui dit, Victor Hugo lui dit, il nous faut absolument la rive gauche du Rhin, il nous faut absolument reprendre la rive gauche du Rhin, la Rhénanie, la Sarre, etc. Et Thiers lui dit, mais bien sûr, tu as tout à fait raison, mais pour ça, il faut faire des enfants. Vous voyez, l'obsession française. On va en Algérie, il y a Prévost Paradol qui écrit, il faut faire une grande colonie là-bas, il faut 100 millions de Français, comme ça l'Algérie sera notre Amérique et on pourra tenir tête aux Anglais, à ce qu'il appelle les Allemagnes unies. Parce qu'il n'y a pas encore l'unité allemande. Et l'Amérique, évidemment. Donc si vous voulez, dans ce jeu de bascule, c'est-à-dire où les anciens géants comme la France deviennent des nains, il faut devenir un géant ou mourir. Bah, on est mort. Donc Maurras dit, bon ben très bien, on n'arrive plus à être le géant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va troquer notre vieux rôle et on va retrouver le rôle de l'influence. C'est-à-dire que il y a les géants, l'Amérique, la Russie, les voit venir déjà, hein. Il n'y a que la Chine qui ne l'a pas vu venir, c'est tout. Pas mal. Et il y a les petits, tous les petits États. Et la France, elle est au milieu. Et donc on va devenir le protecteur des petits contre les grands. On va restaurer le rôle que Vergennes, le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, conseillait déjà à Louis XVI. Ça, c'est écrit dans De Kiel à Tanger. Et vous voyez, il explique qu'il faut aller, par exemple, sympathiser avec l'Amérique du Sud, qu'il faut aller au Canada,
qu'il faut protéger les pays européens. Et il dit, dès que un grand abusera de sa puissance, il faudra aller et dire, mais voilà, il a abusé de sa puissance. C'est le discours de Gaulle à Phnom Penh. Vous avez tout, en 3 pages, vous avez 10 ans de politique étrangère gaulienne. Qu'on vienne me dire après que De Gaulle n'est pas maurassien, au moins j'aurais rigolé dans ma vie. C'est du copier-coller. Je vous assure, c'est du copier-coller. Oui, très bien, on voit bien, et je pense que tout le monde dans la salle perçoit bien du coup les pages, si les trahisons qui ont pu être opérées de ce point de vue depuis un certain nombre d'années, relativement récemment d'ailleurs, mais qui n'est plus en cohérence avec finalement cette alors ça, c'est très juste, c'est-à-dire que, pas tout de suite, parce que De Gaulle a tenté de jouer sur les 2 tableaux. Il s'est dit, on va rester dans le marché commun, vous savez, c'est son fameuse phrase, la France sera le jockey et l'Allemagne le cheval, et il dit à Perfit, l'Europe des 6, entre parenthèses, l'Europe des 6, regardez la carte, c'est l'empire de Napoléon. Et De Gaulle dit, eh ben à 6, on sera aussi fort que l'Amérique et la Russie, et comme la France dirigera les 6, eh ben, on retrouvera, ouvrez les guillemets, notre rang qu'on a perdu à Waterloo en 1815. Fermez les guillemets, donc vous voyez, je m'y retrouve. Et en même temps, se faire le protecteur des Africains, vous voyez, des Mano en la Mano au Mexique, vive le Québec libre, vous voyez, c'est ça la stratégie de De Gaulle. Elle est ambivalente. Tous les autres ont essayé ce petit jeu. Pompidou va à Moscou, bon. Giscard, brocardé par Mitterrand, le petit télégraphiste de... Vous voyez, même Mitterrand fait un grand discours, souvenez-vous, en 81, au Mexique. Vous voyez, chacun essaye de reprendre la thématique gaulienne et de la jouer sur les 2 tableaux. Mais, de moins en moins du côté maurassien, et de plus en plus du côté fédéraliste européen, ce que j'ai appelé brillant tout à l'heure. On pourrait dire l'esprit de Locarno, 1925. Vous voyez, en gros, c'est ça. C'est ça les 2 lignes. De Gaulle tentait les 2. C'était De Gaulle. Mais même De Gaulle s'est planté. Avec l'Allemagne, il voulait être le jockey. Il était le jockey avec Adenauer, parce qu'Adenauer était un Rhénan, Adenauer était un vieux monsieur qui avait été dans sa jeunesse militant pour l'indépendance de la Rhénanie, donc très proche de la France en vérité. Vous voyez, et il a eu une révolte montée par qui? Par Jean Monnet. Vous voyez, les traîtres français. Non mais c'est extraordinaire, l'histoire de France, ça se répète tout le temps. C'est magique de voir à quel point. Il était dans, vous savez, quand le Parlement allemand a voté cette fameuse, ce fameux préambule au traité franco-allemand pour dire que l'alliance importante c'était l'OTAN, vous voyez, toujours la même histoire comme aujourd'hui. Il y avait dans le public du Parlement, il y avait un monsieur ravi, Jean Monnet. Et c'est lui qui avait monté la révolte des parlementaires contre Adenauer. Donc vous voyez, même De Gaulle a échoué. Et les autres, ils se sont dit, eh ben, on renonce à ça, on fait semblant encore, hein. On a toujours une politique africaine, on a toujours une politique arabe de la France, vous voyez, tous ces concepts-là, c'est Maurras. Ils font du Maurras sans le savoir, c'est ça qui est amusant, en détestant Maurras. Pas parce qu'ils seraient capables d'abandonner rien pour ça. Mais évidemment, en crachant sur Maurras, ils font du Maurras sans le savoir. Et en même temps, ils vont de plus en plus dans si vous voulez, l'oubli de la France dans une superstructure européenne. Mais eux, ils pensent qu'ils jouent, vous voyez, sur les 2, et effectivement, ils font du sous-sous de Gaulle. Vous comprenez? Alors je vous tiens dans le sujet, puisqu'on en parle, Maurras, Action française. Alors vous en parlez un peu rapidement quand vous évoquez le parallèle entre franc gaulois, Reims, fédération, mais est-ce que selon vous, on est en capacité aujourd'hui de concilier les contradictions de l'esprit français entre patrie révolutionnaire et patrie charnelle? J'explicite, est-ce qu'on peut aujourd'hui concilier la conception révolutionnaire, ça veut dire l'individualisme des Lumières, l'universalisme des droits de l'homme, la France perçue comme une simple idée, un simple contrat finalement, avec la France charnelle composée d'un d'un peuple, finalement d'un héritage qui n'est pas seulement un héritage choisi, mais qui est un héritage transmis et imposé. Est-ce qu'on peut aujourd'hui concilier ça, ou est-ce que c'est finalement une contradiction qui continuera de nous torturer jusqu'à la fin du temps? Ah, c'est même pas ça. C'est une contradiction qui va nous tuer. C'est-à-dire que, en fait, cette contradiction est consubstantielle à la France. C'est-à-dire que remplacer les droits de l'homme par le catholicisme et remplacer la patrie charnelle par la France des terroirs, etc., et vous avez le même
la même problématique sous les rois. C'est la même chose. Simplement, et d'ailleurs vous avez des conflits terribles entre, par exemple, la révolte des Bigots contre Richelieu, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose. C'est des gens qui disent il faut être allié avec l'Autriche parce que l'Autriche c'est le grand pays catholique et qu'on n'a pas à faire la guerre à un autre grand pays catholique. Et Richelieu qui leur dit mais vous êtes malades tous là. C'est ça où on se soumet à l'Autriche. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. C'est l'universalisme à l'époque, c'est le catholicisme, ou la souveraineté, l'indépendance de la France, voilà, et la patrie charnelle, etc. Vous voyez, bon. À partir de la Révolution, vous avez compris aussi que cette dichotomie française change de nature, change de mots. C'est les droits de l'homme, l'universalisme des droits de l'homme, et la patrie charnelle. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que, paradoxalement, un type comme Robespierre, il commence avec l'universalisme des droits de l'homme, et il finit par la patrie charnelle. Il finit même par l'être suprême et par geler les Anglais. Parce que la nation le rattrape. Non mais c'est pour vous dire. Alors, bien sûr, Robert, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour vous dire que cette dichotomie, elle est permanente. Gambetta, c'est l'inverse. Il commence avec la patrie charnelle, l'indépendance de la France, la guerre à outrance, etc. Et il finit, comme je le raconte, comme je l'ai découvert à ma grande surprise, dans l'hôtel particulier de la Paeva, qui était une espionne allemande, dès les années 1877-78, quand tout l'establishment républicain se soumet à l'Allemagne. Gambetta compris. Vous voyez, et aujourd'hui, c'est même pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'universalisme des droits de l'homme est devenu la manière la plus aboutie de torturer les Français et de détruire la France. Vous avez remarqué qu'on ne dit pas les enfants de la France, on dit les enfants de la République. Et on ne dit plus la République française, on dit la République. La République, ça ne veut rien dire. Il y a la République islamique, il y a la République coréenne, il y a la République italienne, charmante, féroce pour les uns, charmante pour l'autre. Mais c'est la même chose, c'est le même mot. Ça ne veut rien dire. Il y a des républiques françaises. Mais évidemment. D'ailleurs, et ils avaient raison, pour Mitterrand et pour je dis Mitterrand parce que c'est le plus connu, mais pour tous les républicains traditionnels, la Ve République n'est pas la République. Pour eux, la République ne peut être que la République parlementaire. Et historiquement, ils ont raison. De Gaulle a en fait tué la République en mettant sur son cadavre le mot République. C'était génial, mais c'était d'un cynisme absolu. Oui, d'où le fait qu'aujourd'hui, l'extrême gauche française, qui est l'héritière finalement de cette gauche anticléricale, veuille revenir à une sixième, enfin veulent aller vers une sixième République, la quatrième. Qui est en fait exactement une république parlementaire. Et vous avez remarqué que ces gens-là, la France insoumise, la sixième République, ils veulent à la fois la sixième République, c'est-à-dire la troisième ou la quatrième République, c'est-à-dire la République du parlementarisme absolu, et ils sont les propagateurs d'un internationalisme absolu. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de France, il n'y a que la République. Vous avez remarqué, c'est très intéressant. Et c'est pas un hasard, c'est logique. Comme il n'y a pas de valeurs françaises, il n'y a que des valeurs républicaines. Exactement. Qui n'ont aucun sens de fait. Et alors, j'ai découvert quelque chose, là, on parlait du discours de Macron. C'est très amusant parce que à un moment, il cite, ou il fait semblant de citer, et vous allez voir, ça va tout à fait dans notre sujet, il fait semblant de citer Clémenceau. Vous savez, Clémenceau monte à la tribune de l'Assemblée pour annoncer l'armistice et fait un énorme discours. Et il y a une phrase qu'on a retenue, et que d'ailleurs, moi je me souviens, quand j'étais à Sciences Po, on la citait tout le temps dans nos dissertations, c'était hier, soldat de Dieu, aujourd'hui, soldat de l'humanité, la France sera toujours le soldat de l'idéal. Et dans la bouche de Macron, et ça devient très amusant, si j'ose dire, ou tragique, c'est exactement notre discussion que nous venons d'avoir, il dit, comme disait Clémenceau, la France, combattante de la liberté, combattante du droit, sera toujours la combattante de l'idéal. Dieu est passé à la trappe. C'est 1000 ans d'histoire chrétienne de la France. Un peu comme Staline avec les photos. Exactement. Les mauvais discours. Bah, là, ils ont fait ça, hein, puisqu'on n'a pas eu de défilé de la victoire, on n'a pas gagné la guerre. Donc vous voyez, mais cette phrase-là, ça m'avait frappé, et cette façon d'occulter
le soldat de Dieu que même Clémenceau, sans doute le républicain le plus anticlérical qui soit. Vous voyez, vraiment un anticlérical farouche, comme on l'était sous la Troisième République, a quand même dit, parce que c'était, vous voyez, là, le combat pour l'histoire, c'est pas rien. Clémenceau, anticlérical, savait très bien que la France avait été pendant 1000 ans le soldat de Dieu, et que pour les croisades, c'était essentiellement des Français. Vous voyez, ça aujourd'hui, on veut le nier. Alors je pense que la salle est aussi passionnée que moi, mais je suis sommée d'aller vers ma dernière question. Il y a quelques semaines de cela, notre ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, quittait ses fonctions, démissionnait, en faisant une déclaration, à mon sens, extrêmement grave, qui a pourtant été relativement peu commentée et relativement peu relevée par les médias, eu égard à l'importance qu'elle aurait dû avoir. Il a déclaré « On vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face. Nous sommes en face de problèmes immenses. » En parlant évidemment des banlieues françaises, à demi-mot, il envisage la guerre civile comme une hypothèse crédible. C'est ce qu'il est en train de nous dire, voire même inéluctable dans sa bouche. Dans votre ouvrage, il nous donne même 5 ans dans Valeurs Actuelles. Voilà. Mais là, c'était du off. Donc oui, mais vous savez... Là, pour le coup, il nous a donné un peu plus de précision. Il n'a pas démenti son off. Non, je suis parfaitement d'accord. Et je rebondis là-dessus parce que vous finissez votre ouvrage précisément sur le spectre de cette guerre civile. Alors, première question, croyez-vous qu'une nouvelle guerre civile se profile? Et finalement, en quoi cette nouvelle guerre civile serait-elle différente de toutes les guerres civiles qui ont ponctué l'histoire française et à certains égards même construit l'histoire française, façonné l'histoire française? Doit-on finalement avoir peur de cette guerre civile et en quoi diffère-t-elle si c'est un trait spécifique et répétitif de l'histoire française? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, cette phrase de Collomb, vraiment ne m'a pas échappé, je l'ai immédiatement commentée sur RTL. J'avais la chance de participer à un débat du vendredi matin et donc j'ai pu en parler. Évidemment qu'il annonce la guerre civile. Évidemment il faut rappeler quand même, non pas l'homme le plus puissant de France comme sous Fouché, mais l'homme le mieux informé de France. Et qu'il a les rapports des préfets tous les jours, et quand il dit ça, s'il y en a un qui parle en connaissance de cause, c'est lui. Deuxièmement, effectivement, je finis le livre là-dessus. Ça m'a paru fondamental de le finir là-dessus, pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que la dernière guerre civile française, ça a été la guerre d'Algérie, avec l'OS, etc., le FLN, enfin bon, tout ce qu'on sait. Et j'explique ça à travers le portrait croisé de Gaulle sous stèle, que j'ai trouvé passionnant à faire, parce que vraiment c'était 2 personnages complètement différents et très intéressants, et très emblématiques des contradictions françaises, et que je pense depuis longtemps, et que franchement je ne pense pas me tromper, je pense que nous sommes en train de vivre les prolégomènes de la guerre d'Algérie 2. C'est-à-dire que ce que nous vivons dans les banlieues françaises aujourd'hui, c'est une contre-colonisation, tout simplement car nous avons une conquête d'une civilisation étrangère qui s'enracine dans des pans entiers de notre territoire et qui lui impose ses codes moraux, culturels, visuels, vestimentaires, relationnels, alimentaires. Si vous voulez, Malraux disait la nature d'une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Nous sommes en plein là sur une civilisation qui s'empare d'une partie du territoire qui appartenait à une autre civilisation. Ça, pour moi, c'est une évidence. Maintenant, comment cela va-t-il finir? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une guerre civile classique, comme on en a eu beaucoup? Je vous citerai une phrase de René Girard, que je cite souvent dans mes conférences, qui disait dans son dernier livre, Achever Clausewitz, il nous faut entrer dans une pensée du temps où nous serons plus proches de Charles Martel et des croisades que de la Révolution française et de l'industrialisation du Second Empire. Vous comprenez bien le sens de cette phrase. Le sens de cette phrase, c'est de dire que depuis 2 siècles, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait passé notre temps à refaire la Révolution française et à
et à gérer, comme on dit aujourd'hui, les conséquences de l'industrialisation du Second Empire, c'est-à-dire le social, en clair, la question ouvrière, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui trouble nos contemporains, c'est qui trouble le débat politique, c'est que nous sommes en train non pas d'avoir nos conflits habituels avec nos guerres civiles froides qui de temps en temps débouchent sur une guerre civile chaude, non. Nous sommes en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que l'époque de référence n'est plus depuis 2 siècles la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire. L'époque de référence, c'est pour ça que j'écris ça, c'est la conquête musulmane au 7e siècle, c'est Charles Martel, c'est les croisades, c'est les guerres de religion. Vous avez vu mon chapitre sur Catherine de Médicis. Catherine de Médicis est tout à fait représentative des élites d'aujourd'hui. C'est-à-dire la tentative de sauver par-dessus tout la paix, quitte à faire toutes les concessions, et finalement se retrouver acculé et faire la Saint-Barthélemy. Et vous avez des intellectuels, des écrivains, des grands écrivains, comme Ronsard, comme Montaigne, les gens les plus tolérants du monde. Montaigne, c'est le parangon de la tolérance, qui dit, après la Saint-Barthélemy, il fallait le faire. Il fallait le faire. Et quand vous avez, ça m'a amusé, j'ai pas pu m'empêcher de le lire, j'aurais dû m'abstenir vu ce qui m'est arrivé après, Montaigne lui-même qui s'exaspère devant ces protestants qui donnent à leurs enfants des prénoms qui sentent plus la foi. Parce qu'il les appelle Ézéchiel, vous voyez, des noms bibliques et non pas Louis, François, etc. C'est toujours le même sujet. Nous avons un fondamentalisme religieux, il y a 5 siècles, qui était protestant, aujourd'hui qui est musulman, islamique, et qui veut imposer sa loi, qui veut imposer sa lecture des textes sacrés, et qui pour cela est prêt à toutes les violences. Et alors, on va voir, c'est ce que je raconte, le petit peuple catholique s'est révolté contre ça. Et la monarchie a fini, après moult tergiversations, par prendre parti pour le petit peuple catholique contre les élites protestantes. Parce que c'était aussi un problème de classe. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'instant, on est plutôt dans Catherine de Médicis. C'est-à-dire qu'on a des élites qui essayent d'acheter la paix avec le fondamentalisme islamique. Et qui font semblant de ne pas voir cette contre-colonisation dont je parlais. Comment l'histoire va se finir? Moi, je pense que ça va se finir. De toute façon, il n'y a pas 3 solutions. C'est assez simple. Soit la démographie fait son œuvre, et nous devenons, dans 50 ans, une république islamique, ou alors, comme disait Hollande lui-même, il y aura une partition. C'est l'histoire du Kosovo, quoi. La Seine-Saint-Denis, c'est un Kosovo en puissance. Même les journalistes du monde, maintenant, se rendent compte que la Seine-Saint-Denis est islamisée, c'est dire. Ce sont des faits, pas de l'idéologie. Voilà, exactement. Oui, j'ai noté la leçon. Ça n'a pas échappé. Ah, j'ai noté la leçon, surtout qu'elle mettait des trucs destinés. Il y a des idéologues qui sont levés un matin, voilà, en imaginant à partir de rien que... Voilà. Non, mais... C'est très grave comme pathologie. Non, oui, c'est assez grave. Je finirais faux, vous savez, j'ai toujours pensé ça. Chaise roulante à la maison de retraite et à l'asile. Ça va me faire une vieillesse agitée. Et donc, ça c'est la première solution. La première solution, c'est l'islamisation, la partition ou la guerre civile. Je ne vois pas de 4e solution. Et je suis très sérieux. Bon, c'est un peu triste comme conclusion, mais néanmoins... C'est pas triste, si vous voulez, oui, c'est ça. Le réel n'est pas joyeux. C'est factuel, mais c'est néanmoins pas très agréable à entendre. Vous le concéderez, même si vous ne me surprenez pas outre mesure. C'est bien. Voilà. Mais bon, moi je suis convaincu qu'il y a encore quelques restes de l'âme du français de 14 parmi les Français, et notamment dans cette salle, donc je crois qu'il y a de quoi aussi... La France a connu de ces épisodes tragiques où elle est parfois tombée très bas et elle s'est relevée de façon providentielle, donc on peut espérer que le destin français puisse encore se réécrire de cette manière-là. En tout cas, merci beaucoup Éric Zemmour d'être venu ce soir, merci infiniment. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité pour la première fois d'être journaliste. C'était un rôle que je n'avais encore jamais joué, c'est assez agréable, je dois vous dire.